Salut à tous et bienvenue sur TechNeo. Aujourd'hui on va faire un Tech News numéro 2, un petit peu comme la semaine dernière, mais avec des news que j'aurais trouvé du coup la semaine dernière, enfin cette semaine du coup. Et j'espère que ça vous plaira. J'ai vu que la semaine dernière, du coup, cette vidéo vous a plu pas trop mal. En tout cas, le taux de clic est pas mal. J'ai un nombre de vues qui est un petit peu moins grand. Mais je vais réitérer cette semaine et puis on verra bien. En fonction du résultat, je m'orienterai sur un autre type de vidéo. Mais je pense que je continuerai tout de même les Tech News parce que d'une, ça me plaît. Ça me permet de faire ma veille technologique et de vous proposer du coup du contenu le plus à jour possible. C'est aussi un contenu, je pense, qui peut servir à pas mal de personnes. Des personnes soit qui savent pas où aller chercher sur quel site les informations sur la tech, et des personnes qui n'ont pas forcément le temps et qui préfèrent regarder une petite vidéo sympa le week-end ou à temps perdu pour voir un petit peu tout ce qui se passe dans le monde de la tech actuellement. Sans plus tarder, on passe à la suite. J'espère que ça vous plaira. C'est parti! On arrive du coup sur la première page qui vient de chez Pax PC. Intel Foundry propose la roadmap pour l'année à venir, donc pour l'année 2025, qui confirme Panther Lake suivi de Nova Lake en 2026. Donc le Panther Lake en 2025 sera basé sur une architecture en Intel 18A au niveau de la gravure. C'est une nouvelle technologie de fabrication pour Intel qui sera une technologie clé. Donc l'ancienne était en 20A et la 18 innove avec le Ribbon FET. Donc c'est une architecture de transistor GAFET, donc Gate All Around, un bond en avant du coup par rapport au transistor FinFET utilisé depuis des années. Contrairement au FinFET où le courant passait sur trois faces du canal, le GAFET entoure complètement, ce qui améliore l'efficacité énergétique et la performance. Le résultat, ça voudra dire moins de consommation, plus de puissance et une meilleure gestion thermique. Donc s'ils arrivent à faire ça, ils vont arriver un petit peu aussi à se sortir de la boucle vicieuse dans laquelle ils étaient, parce que souvent on leur reprochait de trop consommer. Là pour le coup, soit ils consommaient trop, soit ils chauffaient trop. Là pour le coup, ça a l'air d'être prometteur de ce côté-là. Le PowerVia, donc ça sera une alimentation révolutionnaire. Intel introduit avec cette gravure, le 18A, le PowerVia. Donc c'est une technologie qui place l'alimentation des transistors au dos de la puce. Ils appellent ça le Backside Power Delivery. L'avantage, c'est un circuit beaucoup plus propre visuellement, une meilleure gestion de l'énergie, une réduction des interférences électromagnétiques. Ça c'est vraiment important parce que au plus on a d'interférences électromagnétiques sur un appareil électronique, au plus on va avoir pas de perte de signal, mais de déformation de signaux. Et on peut avoir de mauvaises informations et un mauvais résultat de traitement. Ça libère aussi de la place sur la face avant du wafer. Comme vous pouvez le voir, du coup on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus propre en optimisant la densité des transistors et les performances. Bon, là on est sur une puce pour les PC portables. En tout cas c'est ce que j'ai l'impression. Un atout majeur pour Intel Foundry, du coup Intel veut utiliser cette technologie non seulement pour ses propres processeurs mais aussi pour attirer des clients externes en tant que fondeur. Pourquoi pas. Par contre je serais curieux de voir du coup qui pourrait aller fondre chez eux. Ça serait quand même comique que AMD ou Nvidia se fournissent chez Intel. Je vois pas trop le truc, bon, à voir. Pourquoi c'est important du coup de noter l'arrivée de cette nouvelle finesse de gravure parce que ça va leur permettre d'avoir des processeurs beaucoup plus performants et efficients, dans le sens où ils chaufferont moins et ils seront beaucoup plus efficaces. Et surtout, l'avantage c'est qu'ils vont pouvoir vraiment entrer dans la compétition et maintenir leur place face à AMD, Apple et TSMC. Ils veulent vraiment devenir le leader et se positionner autant sur le marché des CPU, mais sur le marché aussi de la finesse de gravure pour pouvoir être un fondeur à part entière.
C'est un sacré pari, je pense, pour une entreprise comme ça. Mais après tout, je pense qu'ils en ont les moyens. Ils optimisent aussi les processeurs pour l'IA et les charges de travail. Donc, ils ont misé sur des architectures optimisées pour ça. Ils cibleront principalement au départ les PC portables haut de gamme. Donc du coup c'est ça, hein, je me suis pas trompé, c'était bien une puce pour PC portable. Je suis désolé hein, si vous avez l'impression que je lis, mais je peux pas en retenir autant. Donc du coup je me suis fait quand même des notes. J'espère que ça vous dérange pas, dites-le moi en commentaire. Je sais que je lis pas mal, j'essaye on va dire de faire le plus simplement possible, mais c'est pas évident. Pour continuer, du coup, ça succédera directement à Lunar Lake, du coup, qui était attendu donc en 2024 et qui ont cloué le bec à Qualcomm avec leur puce ARM. Donc c'est plutôt pas mal. Nova Lake en 2026 donc, prépare un changement architectural majeur qui pourrait être le plus important depuis plusieurs années. Bien que peu de détails aient été révélés, il pourrait marquer une transition vers une approche encore plus modulaire et vraiment optimisée pour l'IA. L'objectif du coup ça va être, comme je le disais, de rivaliser vraiment drastiquement et plus efficacement contre les puces ARM, d'avoir vraiment une rivalité accrue, parce que les puces ARM, on le sait, c'est des puces qui sont vraiment efficaces, elles ne sont pas énormes et elles ont une efficience de monstre. Donc c'est vraiment un danger pour Intel, même pour AMD d'ailleurs, s'ils n'arrivent pas à tenir la cadence, et même Nvidia, parce que je pense que quand on voit ce que les puces ARM font, même sur les Mac, avant un Mac c'était pas fait pour jouer. Depuis que ARM est arrivé dans la course, les Mac ont fait un sacré bond en avant. Et du coup ça pourrait vraiment remettre Intel pour le coup plus que dans la course. Ça pourrait leur permettre de retrouver leur suprématie d'antan. On continue du coup sur le site de Pax PC avec un article cette fois-ci un petit peu fâcheux, toujours chez Intel, qui aurait annulé leur carte graphique Battlemage haut de gamme. Je trouve ça vraiment dommage. Pour une fois qu'on avait un bon truc d'Intel qui pouvait concurrencer AMD et Nvidia, il se retire. Donc c'est le leaker Jekino qui a sorti cette info. Il explique que donc le GPU annulé possédait donc une architecture XE2 jusqu'à 32 cœurs, une mémoire de 16 Go en GDDR6 et un bus de mémoire de 256 bits. Donc ça aurait pu venir concurrencer directement les cartes haut de gamme chez Nvidia et AMD, mais ils ont préféré se retirer. Maintenant, reste à voir. On sait que dans le passé, il y a des produits comme Arrow Lake Refresh qui ont été annulés, puis finalement réintégrés dans la roadmap. Donc, faut espérer qu'ils fassent un petit peu machine arrière sur ça, parce que c'est un petit peu dommage, je pense, de baisser les bras. C'est sûr qu'ils vont remplir pleinement un segment de prix que AMD et Nvidia ont laissé complètement tomber, parce que là de nos jours les prix c'est du gros n'importe quoi, surtout maintenant avec les nouvelles lois que Trump a exigées. Je pense qu'on va tous se prendre une grosse gifle monumentale au niveau de la TVA, et monter un PC ça va être de plus en plus cher, et je pense qu'il y en a certains d'entre nous qui vont devoir malheureusement oublier. Et peut-être que même moi, le jour où je vais devoir changer mon PC, j'aurai même pas les moyens d'acheter les composants. C'est vrai que ça devient compliqué. Donc si Intel arrive à concurrencer AMD et Nvidia et à proposer des GPU performants et un bon rapport qualité-prix, je pense que ça va arranger beaucoup de monde. Croisons les doigts pour qu'ils reviennent dans la course, soit avec ces modèles-là, ou alors, je sais pas, l'année prochaine avec des modèles intéressants, mais il faut vraiment qu'ils arrivent à faire baisser les prix, parce que sans ça, ça va devenir très compliqué.
Donc on continue sur Pax PC encore avec Nvidia qui pourrait bientôt renforcer encore plus sa position sur le secteur de l'IA avec l'achat d'une entreprise du coup qui s'appelle Lepton AI. Donc c'est une entreprise qui a été fondée il y a 2 ans. Nvidia a investi plusieurs milliards de dollars pour acheter cette entreprise en fait qui possède des serveurs basés sur du matériel IA de marque Nvidia déjà et qui fournit en fait aux entreprises tout simplement la location de parties de serveurs pour avoir de la puissance de calcul. Et Nvidia ont aussi acheté l'entreprise RunAI, une entreprise israélienne, pour 700 millions de dollars. Tout ça prouve que Nvidia en gros veulent vraiment devenir les leaders dans le marché de l'IA. Ça peut du coup être bien aussi pour eux dans le sens où ça va leur permettre d'implémenter ça dans leur GPU, mais c'est aussi pour ne pas faire que du secteur gaming et graphique, c'est aussi pour pouvoir travailler pleinement pour les entreprises, parce que l'IA de toute manière est le futur de beaucoup d'entreprises, je dirais pas toutes les entreprises mais presque. Elle va forcément nous servir à un moment ou à un autre. Et Nvidia, s'ils arrivent à faire ça, au moins pourront jouer vraiment sur tous les domaines. On continue sur 01.net, du coup, Windows met fin à l'astuce pour installer un Windows sans compte Microsoft. En fait, ils font la chasse tout simplement aux personnes qui utilisent des comptes locaux. Actuellement, enfin jusqu'à présent plutôt, on avait donc le script bypass NRO, ils l'ont supprimé, mais des personnes ont trouvé une astuce à l'ouverture donc du PC pour la première fois. On passe par le processus d'installation où on a toutes les pages qui chargent, etc. Et on arrive à la page de connexion. Donc quand on y arrive, on fait maj plus F10, ça va ouvrir l'invite de commande et là il faudra taper start-6 start espace ms-6 cxh local only et ensuite on valide en appuyant sur entrée. La commande va avoir pour effet de créer un compte local sans nécessité de connexion internet et on pourra installer notre Windows. Sachant très bien que là, voilà, c'est encore une énième astuce. On avait aussi passé un moment l'astuce d'installer Windows, on va dire, sans connecter le PC à Internet, en cliquant sur Je n'ai pas Internet. Ça fonctionne plus depuis un moment. Après, il y a eu le bypass NRO qui ne fonctionne plus non plus. Et maintenant, une nouvelle astuce encore. On verra bien. J'ai l'impression qu'ils font tout pour qu'on n'installe pas Windows sans compte Microsoft. Seulement, enfin, je trouve ça un petit peu stupide. Alors vous me direz à ce que je vais vous dire que c'est un peu farfelu, mais je pense qu'il y a certains PC aujourd'hui qui tournent pas forcément sur Internet, qui sont en local. Et il faudra m'expliquer comment ces gens-là vont faire pour installer leur PC. S'ils n'ont pas Internet, alors ils peuvent pas avoir d'ordinateur. Enfin, c'est un petit peu restrictif. Je pense qu'il faut que Microsoft garde quand même une porte de sortie à ça parce que c'est n'importe quoi. D'où les raccourcis qu'on arrive à trouver, mais il faut vraiment qu'ils arrêtent. Là, ça devient un peu du grand n'importe quoi et c'est vraiment du forcing. Je pense que c'est pas très cool de forcer ses clients à avoir Internet ou alors même de les forcer à avoir un abonnement ou quoi que ce soit. Enfin, ils achètent un ordinateur, s'ils ont envie de s'en servir en local, ils ont tout à fait le droit et c'est pas normal de verrouiller tout au point de ne plus pouvoir installer son PC, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve ça un petit peu absurde. Bon, là, on va un petit peu voyager dans le temps à la Doc et Marty McFly avec un malware appelé Medusa. Du coup, ils ont trouvé une astuce pour faire de l'augmentation de privilèges sur votre PC. Alors, n'importe qui ne se fait pas forcément hacker. Il faut à tout prix donc cliquer sur un lien dans un logiciel de messagerie comme Outlook ou autre.
Mais une fois que vous êtes infecté, en fait, le malware va aller modifier votre horloge système et elle va permettre du coup l'installation de pilotes qui sont, ben, on va dire, périmés, obsolètes. Et votre PC va les prendre pour légitimes parce que ben, du coup, il sera antidaté. Et une fois que ces pilotes seront installés, ben, du coup, les hackers vont pouvoir faire de l'augmentation de privilèges et vont pouvoir vous causer du tort. Ça a été du coup remarqué comme technique, pardon, on va y arriver, chez plusieurs groupes de hackers, y compris des groupes soutenus par des États. Donc c'est vraiment une technique réputée et grandement utilisée. Et quand on y réfléchit, fallait y penser, mais en fait c'est simplissime. Alors c'est pas la manœuvre qui est simplissime parce qu'il faut savoir coder des virus pareils, mais ce qui est simplissime en fait c'est l'idée. C'est sûr que si le PC est antidaté, ben, pour lui le pilote est encore d'actualité et c'est génial. C'est diaboliquement efficace. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je tiens aussi à vous rappeler quelques informations importantes. Il faut toujours vérifier du coup que votre PC est à l'heure. Si ce n'est pas le cas, ne paniquez pas. Vous n'avez pas forcément été piraté. Vous avez peut-être la pile de votre BIOS qui est morte. Ça, c'est possible si votre PC a 10 ans ou presque 10 ans. Ça peut très bien venir de la pile, ça se remplace, hein. C'est un modèle CR2032, c'est les piles boutons. Vous en trouvez soit au bureau de tabac, soit au Auchan ou n'importe quel magasin, ou même sur Amazon. Ensuite, il faut appliquer strictement les contrôles de révocation des pilotes signés. Donc ça, c'est dans Windows. Il y a dans la partie sécurité. Il faut être rigoureux dans la sécurité de votre PC. Utilisez un bon antivirus, payant ou non, mais configurez-le bien. Si vous ne savez pas le faire, faites-vous conseiller. Mais il faut vraiment bien sécuriser son ordinateur. Activer les fonctions intégrées même de Windows. Donc le maximum sera pas de trop. Et j'ai envie de répondre aussi, de vous dire autre chose, c'est que pour rebondir à toutes ces précautions qu'ils disent dans l'article sur 01.net, c'est surtout que la meilleure des sécurités, ça restera vous. Quand vous voyez un mail qui vous paraît pas légitime, ne cliquez pas dessus. Un lien un peu bizarre, ne cliquez pas dessus. Ça me fait penser, il y a quelques temps, j'ai un collègue au boulot, donc pour la petite info, hein, je suis technicien informatique en support info, téléphonie et réseau. Et j'ai un collègue un après-midi qui m'envoie un Teams. Donc il était en haut dans les bureaux, hein. Donc il est dans la partie informatique, tout ce qui est maintenance informatique pour les entreprises. Et il m'envoie check-moi ce CAPTCHA. Donc étant donné que ça venait de lui, je me suis pas plus inquiété que ça. Et pour le coup, c'est le principe un peu de l'ingénierie sociale, hein. Je me suis fait avoir. Étant donné que ça venait d'un pote plutôt fiable, j'ai cliqué sur le lien. Bon, jusque-là, pas de souci, j'atterris sur un site web. Et en fait, ce site web comportait un CAPTCHA un petit peu bizarre que j'avais jamais vu auparavant. Pour déverrouiller le CAPTCHA, en fait, il fallait faire un Windows R. D'abord, il fallait faire un CTRL-C, ensuite un Windows R et un CTRL-V dans le Windows R. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Windows R ouvre la commande à exécuter. Donc je vais vous montrer Windows R, voilà, ça ouvre cette commande là. Et là, ici, il fallait coller. Et on se retrouvait avec toute une ligne de commande. Et en fait, cette ligne de commande était destinée à installer un trojan. Alors je vous rassure, j'ai pas infecté mon PC parce qu'il est bien protégé. Mais tout ça pour dire, voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Il faut faire attention. Maintenant, même dans le cadre du boulot, je ferai attention, même quand c'est des collègues qui m'enverront des liens. Ça peut aller très vite. Et le problème, c'est que si ce jour-là, je m'étais fait infecter, que j'avais chopé un trojan, ça aurait pu malheureusement porter tort à toute l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc, faites bien attention et même si vous n'utilisez pas l'informatique dans le cadre du travail, pensez que vous avez des informations personnelles sur votre ordinateur, vous vous en servez peut-être pour aller faire vos comptes sur Internet.
Ça peut vraiment avoir de grosses répercussions. À l'époque, quand je travaillais à mon compte, j'ai eu un client qui a battu tous les records. J'avais jamais vu ça. Je crois il avait plus de 1000 virus sur son ordinateur et il s'était fait en l'espace de quelques mois pirater 2 fois la somme de 1 500 euros, somme que la banque refusait de lui rembourser parce que ben, malheureusement c'était en grande partie de sa responsabilité. Malgré des rapports que j'ai pu établir pour essayer de le faire dédommager, la banque n'a rien voulu savoir et il a perdu un total de 3000 euros. Donc faites quand même attention, protégez-vous bien. C'est pas parce que vous aurez un antivirus payant que vous serez mieux protégé. La meilleure des protections, comme je le dis, c'est déjà dans un premier temps la prudence. Si vous avez un doute sur un lien vers un site a priori légitime dans un mail, au lieu de cliquer sur le lien, allez sur Google et vous recherchez ce site. Si vous recevez un mail a priori du service des impôts, mais que vous avez peur de cliquer sur le lien dans le mail, allez sur Google et vous allez sur impôts.gouv. Mais surtout, ne vous faites pas avoir. Du coup, on continue sur la page de Cocotland où on va parler SSD avec le NetAC ZX20L en 2 Tera. Donc c'est un SSD 3.2 Gen 2 au niveau de l'USB. Il est assez compact comme vous pouvez le voir. Il a un design je trouve plutôt sympa avec ce rouge et ce noir sur la partie alu du refroidisseur du boîtier. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Les vitesses donc sont annoncées pour du 2000 mégabits seconde, donc soit 2 térasecondes. Ça c'est du théorique parce que quand il va chauffer, il va quand même descendre en débit. Au niveau des dimensions, il est en 102 x 30 x 9,2 mm et il pèse environ 50 grammes. Donc c'est pas lourd, ça se range à peu près partout, dans la poche d'un sac, dans la poche même d'un jean ou autre. Enfin c'est vraiment pratique. Je vais vous l'afficher en grand. Voilà. Vous voyez vraiment, c'est pas gros. Non, c'est vraiment sympa. Et puis c'est surtout que ça vaut le coup. Par contre, je sais pas s'il y a le prix. Ah ouais. Ouais. Bon, là par contre c'est sûr, il est à 150 dollars. Mais bon, 150 dollars pour un SSD portable de 2 Tera avec cette puissance là, c'est plutôt pas mal. Surtout que l'avantage d'un SSD, comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo de différence entre un disque dur et un SSD, c'est que le SSD, il n'y a pas de mécanique. Donc même si jamais vous êtes maladroit et que vous le faites tomber par terre, ça risque pas de le casser. Alors que le disque dur, lui, s'il tombe par terre, il risque de vous en vouloir. On continue du coup sur la page de Clubic avec des news bancaires cette fois-ci. La banque Nickel, donc, dont j'avais déjà parlé la semaine dernière pour des piratages. Là, donc, ils ont un petit peu parlé. Donc, il y a eu en effet un dysfonctionnement sur le site d'un de leurs partenaires qui fournit les solutions de banque en ligne, etc. Donc, le vendredi soir, ils ont eu un problème technique. Quelques heures après, du coup, les équipes de Nickel ont réussi à rétablir les services. Le samedi matin, par contre, les clients étaient encore confrontés à l'indisponibilité des applis mobiles et de l'espace client en ligne. Toutefois, les opérations essentielles comme les paiements, les retraits, etc., eux, fonctionnaient. Et le retour à la normale s'est fait, on va dire, progressivement. Dans l'ordre, les applications Android et ensuite iOS à 18h30 le samedi, tout fonctionnait. Toutefois, la banque Nickel conseille donc à leurs clients d'être vigilants, de faire gaffe aux opérations, de surveiller un petit peu pendant quelques temps et de remonter toute anomalie quelle qu'elle soit. Et en parallèle, la caisse d'épargne aussi ont eu des soucis. Le samedi 29 mars, il y a eu des utilisateurs du coup qui avaient leur découvert autorisé qui disparaissait sur l'appli mobile. De quoi attraper quand même quelques sueurs froides. D'autres ont signalé des retards dans la réception de virements attendus depuis le vendredi d'avant. Donc c'est pareil,
ça peut donner quelques sueurs froides si c'est des gros virements et qu'on en a besoin. Et du coup, la caisse d'épargne pour le moment donc a pas émis de communication officielle au sujet de ces problèmes-là. On va passer maintenant du coup à la news suivante. Donc on continue toujours chez Clubic avec cette fois-ci des applications malveillantes sur Android qui volent les photos, les données bancaires et les contacts. Donc ils se servent d'une application qui s'appelle NetMOI, donc MAUI. C'est un outil de développement tout simplement pour les applis qui est développé par Microsoft. Et elles se font passer du coup pour des applis bancaires, réseaux sociaux, rencontres, etc. Et en général, c'est pas des applis légitimes, donc vous les trouverez pas, rassurez-vous, sur le Google Play Store, mais vous les trouverez dans des mails envoyés, dans des SMS ou alors dans des discussions de groupe sur WhatsApp ou autre. Et le problème, c'est qu'une fois installées, vous vous en rendez pas compte, elles fournissent a priori la fonction pour laquelle elles sont faites, sauf que par derrière, ça vous vole toutes vos données. Donc la précaution à prendre, c'est ni plus ni moins que d'installer toujours uniquement les applications présentes sur le Google Play Store. Ça limite déjà grandement le risque parce que toutes les applis du store sont toutes vérifiées. Après, je dis pas que c'est sans risque aussi, hein. Il peut y en avoir sur le store, mais grosso modo, vous aurez 1 à 2% de risque sur le store contre 100%, peut-être pas 100%, mais contre 70% en ne pas installant sur le store. Il faut vraiment faire attention. Pour une utilisation normale, c'est rare de devoir installer d'autres applis que celles que vous avez dans le store. On continue du coup chez Clubic avec un lien de Microsoft pour les personnes qui souhaitent un petit peu comprendre un peu ce qui se passe au niveau des mises à jour, parce que c'est vrai que ces derniers temps ça devient un petit peu compliqué par rapport aux mises à jour. Donc ils ont sorti un site qui s'appelle Windows Roadmap qui va comprendre un petit peu toutes les versions des mises à jour qui vont arriver, les fonctions qui vont être implémentées et qui l'ont déjà été avec leur description, des liens vers du coup le reveal de chaque version qui va sortir. Et ça vous permettra en fait de suivre petit à petit l'évolution de votre Windows et de savoir où vous en êtes par rapport à la version de PC que vous avez, parce que ça va aussi prendre en compte si vous avez un PC normal ou un PC Copilot Plus avec une puce ARM. Donc vous saurez vraiment les mises à jour que vous allez avoir. Je trouve ça plutôt pas mal. Que Microsoft se mette un petit peu à la transparence, si on peut dire ça comme ça, et que ça permette aux gens de savoir. Du coup, on va passer à la news suivante. On continue encore du coup chez Clubic avec cette fois-ci du nouveau pour iOS 19.4. Apple qui veulent intégrer du coup des fonctions santé de plus en plus poussées, que ça soit pour le coaching nutritionnel, sportif ou santé. Leur but c'est de faire du coup d'Apple non pas qu'une marque tech, une marque tech on va dire bienveillante qui veulent prendre soin de la santé de leurs utilisateurs. Pour ce faire, ils se sont rapprochés du corps médical, de nutritionnistes, de cardiologues, etc. en compilant les données de leurs collaborateurs et d'autres personnes qui sont volontaires afin de permettre une expertise accrue et de faire en sorte que cette application, de par les données renvoyées par l'Apple Watch, donc bon, moi c'est pas une Apple Watch, hein, c'est une Huawei Watch, mais on peut imaginer que voilà, votre montre connectée envoie en permanence en fait des données à votre téléphone, et que le téléphone finalement deviendrait un petit peu votre coach à temps plein. Donc ça peut être intéressant, je suis curieux de voir un petit peu ce que ça peut donner. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça fait des années que je suis plus du tout chez Apple, mais on va dire que je me suis fâché à l'époque de l'iPhone 5S.
J'avais des problèmes de durée de batterie vraiment gonflants et j'ai laissé tomber. Maintenant, c'est vrai que petit à petit, peut-être que j'y reviendrai, mais à voir. À voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, même au niveau PC, hein, si vous resteriez sur un Windows ou sur un Mac. Je retournerai pas sur un Mac personnellement, mais par contre, je pense que j'irai plus sur du Linux façon Mac. Je vous ferai une petite vidéo sur ça. J'ai découvert 2-3 trucs il n'y a pas longtemps et je me suis fait un Mac Linux en fait. C'est un Mac, hein. Visuellement c'est de l'Apple, mais par contre avec tous les inconvénients en moins et toute la liberté en plus de Linux. Donc c'est plutôt pas mal. Mais au niveau téléphone, c'est vrai que bah, y a quelques trucs qui commencent un petit peu à me déranger chez Android. Et pourquoi pas retourner chez iPhone. J'ai plus autant besoin de personnaliser mes sonneries qu'avant, étant donné que je m'en sers pas. Mon téléphone est tout le temps en vibreur. Finalement, je pense que ouais, un iPhone peut me convenir. Et après, c'est vrai que côté photo, vidéo, malheureusement, ben, il y a beaucoup de téléphones Android qui proposent, on va dire, mieux, en tout cas sur le papier. Mais de ce que je vois, la qualité des iPhones est quand même loin d'être dégueulasse. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'ils sont vraiment pas mal. S'ils arrivent à rajouter cette fonction-là, ça peut être intéressant. Après, reste à voir le prix des iPhones dans le futur, hein. Avec les nouvelles taxes de Mr. Trump, on n'est pas à l'abri de ne pas pouvoir s'offrir ce type de téléphone-là. On continue du coup sur le site de Cocottland avec l'Asus Crosshair X870E Extreme. Donc elle a fuité. Donc ça serait son design. Je vous laisse voir en plus grand. Donc c'est un design un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir ces dernières années chez eux. Elle comprendrait du coup des options d'overclocking étendues, des connectivités haut de gamme avec le Wi-Fi 6E, le support de DDR5 et des derniers processeurs AMD. Pour les emplacements PCI, du coup, ça serait du 5.0 pour les cartes graphiques et les SSD et des solutions audio haut de gamme. De quoi en prendre plein les oreilles. Après, c'est que des leaks, c'est pas encore confirmé par Asus, mais voilà. En général, les leaks c'est plutôt assez fiable. Elle est pas mal. Maintenant, je sais pas. Alors, si ça c'est du relief, du vrai relief, franchement, ça peut être joli. Mais par contre, ça vraiment, ça fait un peu cheap. Ça, on dirait un simple autocollant posé comme ça sur le refroidissement des VRM là. Parce qu'il y a un refroidisseur ici, là aussi. Sur la partie IO Shield quoi. Mais je sais pas, ça fait vraiment cheap. Ça fait un peu pacotille alors que ça coûte, c'est une carte mère qui va coûter un bras. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt mitigé sur le design. Perso, j'ai une carte mère de chez eux qui est un peu plus bas de gamme et je la trouve plus jolie que celle-ci. Enfin, je sais pas. J'arrive pas à dire en fait. Il y a quelque chose qui me dérange. Enfin, ça me dérange vraiment. Ça peut aller, mais ça serait encore mieux si c'était vraiment du relief. Là, j'arrive pas vraiment à juger sur les photos. Je sais pas. Dites-moi. On va passer du coup à la news suivante. On continue du coup sur la page de Frandroid où on va changer un petit peu de sujet. Étant donné que j'ai une bagnole électrique, je m'intéresse à l'évolution des voitures électriques. Et là, c'est les batteries en fait. Il y a une entreprise qui s'appelle INA Battery qui propose des batteries non pas au lithium mais au sodium. L'avantage qu'il y a, vous connaissez tous le problème avec le lithium, c'est un minerai qui coûte extrêmement cher à extraire, à produire, qui détruit la planète aussi lors de son extraction parce que toutes ces mines d'extraction de lithium endommagent grandement notre planète.
Le problème, c'est que pour fabriquer les batteries des voitures électriques, on endommage la planète. Quand on roule avec un véhicule thermique, ça pollue, ça endommage la planète. Donc il n'y a pas de solution miracle pour le moment. Mais les batteries au sodium pourraient en être une de solution parce qu'on n'endommage pas la planète, le coût est réduit, l'autonomie aussi. Ils se sont rendus compte que ces batteries-là n'avaient aucune répercussion sur leur autonomie, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'actuellement, sur une batterie au lithium, quand il fait froid, je vous garantis que la voiture, elle dure pas autant longtemps et c'est impressionnant. On perd vraiment de la batterie. Le seul problème qui reste un défi pour cette entreprise, c'est d'arriver à faire tenir autant longtemps les batteries au sodium sur les trajets que les batteries au lithium. Actuellement, il y a des capacités de trajet moindres, étant donné que les voitures électriques au lithium ont déjà pas de grandes autonomies. On ne va pas en plus revenir en arrière en passant sur des batteries au sodium, c'est pas possible. Mais le jour où ils seront arrivés à avoir des batteries, on va dire, beaucoup plus durables au sodium, là, ça sera vraiment, vraiment intéressant. Et en plus de ça, on aura des voitures qui polluent pas en roulant et qui polluent pas à la création. Et là, on aura de vraies voitures écologiques. On continue toujours sur Clubic. Comme pour pas mal d'autres articles que je vous ai présentés pendant cette Tech News. Là, du coup, comme c'est marqué, Cocorico, parce que OVH, donc l'hébergeur web français, a décroché la certification SecNum Cloud 3.2 de l'Agence nationale de sécurité informatique, l'ANSI. Depuis le 31 mars 2025, ils ont lancé donc à l'automne précédent le Bare Metal Pod. Ça intègre des fonctionnalités avancées telles que le chiffrement de données, la gestion de clés, l'isolation réseau et le contrôle des accès. On aura aussi une prise en charge de l'historique des actions, donc on pourra vraiment arriver à savoir qui a fait quoi et quand. Ça permettra de faire en sorte que s'il y a un souci, on puisse remonter à l'origine et le résoudre le plus vite possible. OVH prévoit d'étendre cette certification à tous ses services, même à son service cloud public. Et du coup, ça permettra en fait à toutes les entreprises qui utilisent des serveurs OVH de proposer ces services à d'autres entreprises, que ce soit en France ou en Europe. Et ça permettra aussi à l'Europe d'obtenir une souveraineté d'un point de vue cloud. Et ça, c'est plutôt pas mal. On continue du coup toujours sur Clubic avec un article sur ChatGPT pour lequel la génération d'images a fait complètement exploser les serveurs d'OpenAI. Le PDG a même plaisanté en disant que la surcharge des serveurs était en train de faire fondre les GPU. Bien sûr, bon, c'était une blague, mais l'avantage, voilà, on peut maintenant donner une photo à ChatGPT comme on voit sur l'image et la reproduire en dessin. Donc c'est vraiment vraiment pas mal. C'est plutôt bluffant. Ça va permettre aussi d'avoir un nouveau style de rendu. Le seul problème en fait, en tout cas pour certains, c'est qu'au départ, donc quand c'est sorti, c'était une exclusivité réservée aux membres payants d'OpenAI, qui avaient un forfait chez OpenAI pour ChatGPT, et ça les a fait un peu râler parce que OpenAI ont rendu cette option gratuite, ils l'ont généralisée. Mais après, il faut quand même remettre les choses à leur place. Les personnes qui utilisent ChatGPT gratuitement auront uniquement une génération du coup d'images autorisée 3 fois par jour. Et au-delà, ils verront le modèle d'intelligence artificielle réduire, ou alors ils ne pourront tout simplement plus faire d'images. Il faudra attendre un certain temps avant de pouvoir de nouveau en générer. On continue du coup avec un petit article toujours
chez Tom's Hardware cette fois-ci. Windows 12 arrive. Si vous n'avez pas déjà migré, pensez à migrer sur Windows 11, enfin si votre PC en est capable. Le souci qu'il y a, c'est que bon, là il marque sur GVGMol, il y a des clés, il n'y a pas de souci. Le seul souci, ben, moi je me rends compte que j'ai un PC sur Windows 11. J'ai plusieurs PC chez moi et j'en ai un sur les 4 ou 5 PC que j'ai, ben, qui m'a affiché un message aujourd'hui. J'ai eu le plaisir de découvrir qu'il était tout simplement obsolète. Il me disait que la maintenance de ma licence était arrivée à jour. Alors que je suis sur Windows 11, j'ai pas de soucis particuliers. C'est une licence officielle. Enfin, je comprends pas trop. J'arrive pas trop à comprendre leur délire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà rencontré ça. Je vous avouerai que j'ai pas eu le temps encore d'aller regarder la roadmap Microsoft Windows, mais c'est quand même bizarre. Donc cette fois-ci, on passe chez Cocottland où on reparle du Ryzen 7 9800X 3D. La fameuse panne, hein, voilà, le CPU de l'enfer. C'est le CPU qui brûle. Ce qui est plutôt pas mal en fait, c'est que ASRock ont commencé par botter en touche en disant que c'était des problèmes de mémoire ou alors qu'il y avait des corps étrangers sur le socket qui faisaient contact et du coup qui amenait le CPU à cramer. Mais bon, ils ont quand même déployé des mises à jour du BIOS, donc je pense qu'ils se sont quand même orientés plus raisonnablement sur une suspicion de compatibilité avec la RAM. Mais il n'y a pas qu'ASRock qui rencontre le problème, il y a aussi quelqu'un qui l'a rencontré sur une MSI Tomahawk. Donc ça prouve quand même qu'il y a vraiment un souci, hein. C'est un processeur qui est hyper performant, mais ouais, peut-être tellement performant qu'il fout le feu à votre PC. Les préconisations actuellement, c'est de contrôler régulièrement la température, le voltage de votre CPU. Ouais, je veux bien, mais est-ce que c'est vraiment à l'utilisateur à absorber ce genre de problème? Je suis pas très convaincu. Normalement, on achète un processeur, enfin une pièce, on n'a pas à s'en soucier, elle est censée marcher normalement. C'est comme si je vous disais que vous achetez une voiture, il faut faire gaffe parce qu'on sait jamais, les roues peuvent sauter, quoi. Enfin, je sais pas. Là, il y a vraiment un problème. Comme je disais déjà la semaine dernière, AMD se sont pas trop affolés pour le moment. Ils continuent à pas vouloir s'en mêler. Ils font un petit peu la politique de l'autruche. Je trouve pas ça très sympa de la part des consommateurs. De la part d'AMD envers les consommateurs, pardon. C'est vraiment intriguant. J'espère quand même qu'ils vont finir par se bouger et proposer une solution parce que là, c'est pas possible. On continue du coup chez 01.net avec un article sur Windows 11 qui va un peu s'armer de nouveautés à la macOS. Donc actuellement, quand on a trop d'icônes dans le menu démarrer, pas de menu démarrer, pardon, la barre des tâches, autant pour moi. Les icônes en fait s'entassent, un petit peu comme sur la mienne de barre des tâches. Et vous voyez que en fait, au départ, mon menu démarrer devait être situé ici, vers mon Visual Code Studio. Et au fur et à mesure que j'en rajoute, il se décale, il part à gauche. Et quand il n'y a plus assez de place ici, vous allez voir apparaître des petits points avec en fait un menu dans lequel on vient compresser toutes les applis qu'il y a en plus. Le problème qu'il y a en fait, c'est que ça faisait pas esthétique. Donc ils se sont inspirés de Mac et les icônes vont rétrécir. Donc là vous voyez il n'y en a pas trop et au plus il va y en avoir, les icônes vont rétrécir. C'est une option qu'on va bientôt retrouver pour tout le monde. Là pour le moment c'est uniquement dans le canal Insider. Mais donc ça sera plutôt pas mal, au moins ça évitera d'avoir ce menu dégueulasse. On aura donc soit on pourra réduire toujours les icônes, ne jamais les réduire ou les réduire uniquement quand la barre est pleine. Une autre nouveauté aussi, le Super Hub. Ça c'est un presse-papier boosté. En gros on prendra les éléments, on les mettra en haut et il les gardera on va dire en mémoire jusqu'à ce qu'on puisse les partager beaucoup plus facilement. Et il y aura le Quick Machine Recovery aussi, ça c'est pas mal. En cas d'erreur votre Windows sera capable d'aller directement se réparer sur les serveurs de Microsoft.
à condition bien sûr d'avoir une connexion internet. Je trouve que c'est pas mal. Windows 11 va devenir un peu plus pratique, à condition que tout le monde puisse faire les mises à jour. Si certains m'entendent, ça serait bien, parce qu'un PC qui a 4 ans, c'est vraiment du foutage de gueule, la Microsoft. On continue du coup chez Cocottland avec la Nintendo Switch 2 qui fait parler d'elle depuis qu'elle a été annoncée par son prix. Au début, elle était prévue, je crois, à 469 euros. Là, ils ont fait un petit effort disant qu'ils voulaient, ça leur tenait à cœur de proposer du matériel abordable. Donc, ils l'ont baissé de 30 euros. Elle est à 439 euros. Le seul souci, c'est pas que le prix de la console, s'il y avait que ça, parce qu'elle sera quand même nettement plus performante que l'ancienne version. Mais le problème, c'est les jeux. Mario va être à 90 euros la version physique, je crois. 80 euros la version pas physique. Enfin, c'est un truc de fou, ben ouais, c'est ça. Ouais, et encore que là, il va passer de 79 à 69 euros. Dr Banazza passe de 79 à 59. Breath of the Wild à 59 aussi. Tears of the King passe à 59. Donc ils font quelques efforts sur les prix. En même temps, enfin je sais pas, mais ok, c'est vrai qu'il y a notre abruti de Trump qui se met là à déclarer la guerre à tout le monde au niveau de la TVA. Enfin, je sais pas. Il va plomber l'économie mondiale, le garçon. Enfin, je sais pas. Après, j'ose espérer qu'il y ait une réponse assez forte un petit peu de partout, pour qu'il comprenne qu'il peut pas non plus faire tout ce qu'il veut comme il veut quand il veut, parce que là c'est abusé. Ça veut dire que tous les gens qui sont pas dans son pays pourront plus rien s'offrir, quoi, à moins de toucher 3 ou 4 000 balles par mois. Enfin, je sais pas, ça devient du grand n'importe quoi. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez un petit peu de ce contexte géopolitique actuel, mais je trouve que on vit vraiment une drôle d'époque en tout cas. On continue du coup chez Cocottland avec la sortie des Nvidia RTX 5060 et 5060 Ti. La première du coup à 439 euros et la seconde à 549 euros, MSRP je précise, donc c'est du hors taxe. Vu qu'on va se prendre dans la tronche les taxes de Mr Trump, je pense qu'elles vont sortir aux alentours des 500 euros, facile, si c'est pas plus. Donc la 5060 Ti aura 16 Go de RAM en GDDR7 et la 5060 ça sera du 8 Go. Après on aura les technos classiques implémentés sur cette génération là. Je pense que il faut voir, ça peut être quand même de bonnes alternatives pour ceux qui n'auront pas le budget, vu les taxes, de se payer les modèles au-dessus. On aura quand même un gap de performance, mais bon, ça reste décevant par rapport au prix malheureusement. Mais là pour le coup, je pense que peu importe le secteur dans lequel on se penchera, tant que Mr Trump aura sa lubie de la TVA, on va morfler de tous les côtés. On continue du coup pour terminer sur 01.net où ils ont testé la Switch 2 et les premiers jeux. Donc déjà ce qu'ils ont pu sortir de ce test, c'est que le design et l'ergonomie ont été améliorés, les Joy-Con sont plus solides et ont une meilleure ergonomie que les anciens. Ils sont à fixation magnétique. L'avantage aussi, c'est que les anciennes Joy-Con seront quand même compatibles avec cette nouvelle Switch. Les performances et les graphismes sont améliorés sur celle-ci par rapport à sa prédécesseuse. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais en tout cas par rapport à l'ancienne. Les jeux testés, donc c'est Mario Kart World, Super Mario Party Jamboree et Drag X Drive, Donkey Kong Bonanza et Metroid Prime 4. Donc du côté de Mario Kart World, il y aura un Knockout Tour, c'est un Battle Royale avec un gameplay beaucoup plus fluide et un nombre de joueurs augmenté. Sur Mario Party Jamboree, ça proposera du coup des mini-jeux utilisant la caméra, le micro intégré et ça enrichira du coup l'interactivité de la console. Drag X Drive, c'est un jeu de sport basé sur le mouvement, combinant les éléments de Rocket League et de basketball, mais c'est en fauteuil roulant, c'est original. Donkey Kong Bonanza et Metroid Prime 4, c'est surtout pour proposer un peu plus de variété aux joueurs.
Donc elle apporte clairement des améliorations, cette console. Maintenant, reste à voir un peu ce que ça va donner par rapport au prix, parce que bon, ça fait quand même un petit peu cher. Personnellement, à ce prix-là, en ce moment, il y a un pack avec une Play 5. Donc ça, enfin, après, c'est vous qui voyez. Il y a des fans de Nintendo, des fans de Sony. Personnellement, je suis neutre, mais à ce prix-là, j'irai pas acheter ce type de console. En tout cas, je pense pas. Voilà, on a fait un petit peu le tour de l'actu de la semaine dernière. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ce type de format vous plaît. Je vais essayer bien sûr de les améliorer, de faire en sorte que ça soit un petit peu moins lu et un petit peu plus naturel. Mais je tiens quand même à vous partager ces infos-là, ma veille technologique, à vous faire connaître des astuces, les nouvelles sorties. N'hésitez pas aussi à me demander s'il y a des choses qui vous intéresseraient, des vidéos que vous intéresseraient que je tourne sur la chaîne, hein, des sujets que je traite ou autre, parce que ça peut m'aider déjà à varier, et puis je penserai pas forcément à tout, et il y a des choses qui peuvent être super venant de vos conseils, donc franchement je suis preneur. Et puis, dans le but aussi de m'améliorer, n'hésitez pas, je demande pas des tacles. J'ai pas mis mes protèges tibia, mais je serais curieux de savoir un petit peu si ceux qui suivent depuis le début, ce que vous pensez de l'évolution de la chaîne. Ça fait maintenant quelques mois. Il y a quand même quelques vidéos qui sont sorties, une bonne vingtaine. Savoir si ça vous plaît toujours, si ça s'est amélioré pour vous, s'il y a des points d'amélioration à apporter encore, si oui, où. Et puis je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous dis à la semaine prochaine. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et en attendant, portez-vous bien.